Je vous remercie tous de m'avoir invité ici pour cette conférence. Moi j'ai la chance d'être pile poil à mi-distance entre Montpellier et Toulouse. Parce que mon travail à Gruissan, vous avez une magnifique photo de notre domaine, le domaine expérimental de Pêche-Houle, qui est le seul domaine en France de l'INRA qui travaille sur la filière vitivinicole en entier. C'est-à-dire de la vigne jusqu'à la bouteille embouteillée. C'est pour ça qu'on peut acheter des bouteilles, effectivement, de vins commerciaux dans notre cave. Et à Colmar Pardon ? À Colmar, non ? À Colmar, ils n'ont pas la possibilité de vinifier sur place. À cette échelle-là. Ça, c'est impossible. On a 48 hectares de vignes. Voilà. Donc, sur un terrain qui fait 277 hectares. Dans le massif de la Clappe. Appellation Clappe. Corbière et Clappe. Donc aujourd'hui, enfin, on va donner un sujet qui n'est pas facile à traiter. Ça, c'est vu. Parce qu'en fait, c'était en gros évolution des qualités des vins en Occitanie. Alors moi, c'est un sujet qui me plaît bien parce que ça fait presque 40 ans, ça fait 37 ans que je travaille dans le domaine du vin, et spécifiquement en Occitanie. Et donc, j'ai essayé de faire un petit peu de retour en arrière sur ce que j'ai vécu autour des 40 ans, essayer de vous expliquer en quoi ce que je pense, moi, je dis en tant que chercheur, c'est les travaux qui ont pu être issus de la recherche et qui vont sortir dans les années à venir, peuvent influer sur la qualité des vins et la dynamique en fait, de la filière vigne et vin en Occitanie. C'est pas simple, alors d'abord parce que l'Occitanie c'est récent. Moi je connais très bien le Languedoc-Roussillon, donc j'ai essayé d'extrapoler un petit peu, vous verrez. Et puis, tenir en 20 minutes, c'est pas facile. J'en ai obligé de faire des choix. Donc si vous avez des questions, on profitera pour en poser quelques-unes après. Bon, rapidement, j'ai essayé de faire un point des lieux aujourd'hui, ce qui a été dit tout à l'heure. L'Occitanie, c'est la première région productrice de vin au monde aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, même si ça a connu des aléas. C'est quand même 12 millions d'hectolitres en 2014. Je crois qu'actuellement, c'est à peu près dans les mêmes eaux. C'est 40% de la production française de vin, c'est pas rien. Alors, bon, je suis un petit peu chauvin, je vais vous le dire quand même, vous voyez quand même la majorité des vignes sont en Languedoc-Roussillon. Il y en a quand même beaucoup, il y en a en ex-Midi-Pyrénées, ce qui n'empêche pas la fusion des deux régions, ça n'a pas changé la donne, ça reste quand même la première région productrice de vin. Bon, deuxièmement, quelque chose d'important, c'est 20 000 exploitations viticoles d'Occitanie qui produisent des vins ou des alcools hors bio. Or, c'est énorme. C'est un poids économique extrêmement fort en France et encore plus particulièrement pour notre région. Pour la région en général, c'est quand même c'est le premier secteur qui est mis en avant par les politiques au niveau régional. Il y a quelque chose qui est très important qui a été cité ce matin aujourd'hui, il y a 9% du vignoble régional qui est en conduite en bio. On a parlé un petit peu de bio ce matin, c'est quelque chose qui émerge énormément. D'accord, c'est quelque chose qui est en train de monter de façon très très forte, un petit peu partout. Bon, c'est pas qu'en France, mais particulièrement en Occitanie, où il y a un effort très fort pour promouvoir le bio. Et puis dans le même temps, il faut se rendre compte que depuis 1975 exactement, il y a une restructuration très forte du vignoble en Occitanie. Là, vous avez les surfaces je me suis amusé à faire un petit schéma. Les surfaces de vignoble, elles continuent à décroître de façon relativement forte, avec des replantations qui sont, alors je ne vais pas dire minimes, ça représente à peu près 10 000 hectares par an à peu près sur toute l'Occitanie. C'est un petit renouvellement par rapport à ce qui est arraché chaque année. Donc ça veut dire quand même que c'est censé être quand même un secteur qui est en crise, si on regarde bien. On regarde le nombre d'exploitations entre 1996 et 2016. Vous voyez que le nombre d'exploitations en verre a chuté de 30 000 à peu près 15 000, 14, 15, 16 000 en 2016, si je ne m'abuse, donc ça chute beaucoup. Quelque chose qui est très important, là je vous ai mis la production des caves coopératives. Pourquoi? Parce que l'Occitanie, c'est le cœur de la coopération en France, par rapport à tout, en termes de viticulture et d'œnologie, enfin de production viticole. Et vous voyez qu'en fait, le pourcentage de production par les caves coopératives a baissé énormément, ce qui ne veut pas dire que le nombre de caves coopératives a baissé réellement. En fait, il y a eu des fusions énormes, et on se retrouve actuellement avec un secteur en viticulture, œnologie, enfin de production viticole, qui s'est extrêmement concentré au niveau viticole. Il y a des très gros acteurs, des très petits et des très gros. Et en gros, si on comparait ce qui s'est passé en 1996 par rapport à 2016, on a des structures énormes dans la région, en termes de production, par fusion de caves.
alors ça reste de la coopération, ou par des gros acteurs de metteurs en marché qui se sont installés, ou qui existaient déjà, mais qui se sont fortement développés. Bon, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et ça, c'est un peu surprenant, c'est ce qu'on disait, il y a un accroissement très fort de la qualité des vignobles, enfin des vins produits en Occitanie, et ça se voit très bien par le chiffre d'affaires à l'export de l'Occitanie en termes de vin. Vous voyez qu'en fait, entre 1996 et 2016, alors que la production a décru très fortement, le nombre d'exploitations a décru, il y a une concentration du monde de production et une augmentation du chiffre d'affaires qui est non négligeable. Elle a pratiquement doublé de 1996 à 2016, en 20 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous l'avez tous constaté, quelque chose qui est très important, c'est un remodelage complet en fait, du mode d'encépagement des vignobles d'Occitanie. Là, je vous ai mis des statistiques, Je vous ai mis des statistiques entre 2000, c'est la suivante, excusez-moi, entre 2004 et 2014. C'est la restructuration du vignoble. Vous voyez qu'en fait, les cépages qui étaient emblématiques, en fait, des fortes productions en Occitanie, enfin, je parle plutôt en Languedoc-Roussillon, je suis désolé, mais j'ai des données en Languedoc-Roussillon, qui étaient par exemple le Carignan, le Merlot, le Cabernet Franc, le Grenache noir, ont décru ou sont restés à des niveaux d'encépagement. 70% total du vignoble sont restés à des pourcentages relativement constants. Et dans le même temps, on a vu apparaître Chardonnay, Sauvignon, Muscat, Grenache blanc, Viognier un petit peu plus, qui sont des vins plutôt de cépage. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de tout ce qui est appellation d'origine et on va vers la production plutôt de vins de pays ou sans indication géographique. Et en fait, la chaîne de valeur qui en fait s'est créée pendant ces 20 ans, elle vient essentiellement de ça, en partie. Voilà. Alors pourquoi je dis en partie? Oui, ça a servi à quoi? À construire en fait une qualité différenciable. Pourquoi? Parce que comparé à à beaucoup d'autres régions d'appellation en France, en Languedoc-Roussillon, on a la possibilité, c'est l'un des endroits où on a le plus de vins de pays et plus de vins de cépages disponibles actuellement, surtout de la production française. Donc c'est différentiel parce que c'est une qualité qu'on identifie. Vous achetez un vin de Sauvignon, un vin de Chardonnay, vous savez à quoi vous vous attendez. Voilà. Ce qui n'est pas le cas si on vous dit encore bien. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Enfin, vous savez peu. Voilà. Alors ce que j'ai dit, c'est que l'amélioration sensible de la qualité des vins occitaniens, elle vient essentiellement, et ça je ne le nie pas du tout, la restructuration forte du vignoble et des structures de production, mais aussi, parce que c'est mon boulot de chercheur, d'un accompagnement par des innovations. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai pris des exemples parce que je pourrais vous en sortir des milliers, enfin peut-être pas, mais comme disait je ne sais plus qui ce matin, on pourrait faire des cours pendant des mois et des mois là-dessus. Moi je donne des cours aux œnologues, ça peut passer on peut passer beaucoup de temps. Je vais vous montrer un petit peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé en termes d'extraction des mous, des jus, sur fiabilisation des fermentations, c'est des choses qui sont importantes, des outils de correction qui sont arrivés aussi sur le marché, avec, vous allez voir, un changement de structure complet de l'accompagnement économique en fait, des structures. Les nouveaux cépages. Et après, là ici, des choses qui sont novatrices, qui ne sont pas encore très bien développées, enfin en partie, mais qui, à mon avis, vont changer complètement la donne en Occitanie. Et j'espère que ça va faire augmenter le chiffre d'affaires aussi, et ça va surtout stabiliser un petit peu la production en Occitanie. Donc c'est essentiellement les nouveaux cépages résistants, la réduction des intrants, on parle beaucoup de bio, on en a parlé depuis ce matin, vous verrez qu'il y a des solutions, et des stratégies d'irrigation, parce qu'il y a une seule chose dont on n'a pas parlé, ou très peu ce matin, c'est l'eau, la ressource en eau. Et Dieu sait que la vigne en a besoin. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Pardon. Alors, ce que je voulais vous rappeler un petit peu, l'œnologie, c'est quoi? Ça, c'est ce que je dis aux étudiants. En fait, on a besoin des œnologues uniquement pour une seule chose, sinon ce ne serait pas des œnologues, ça pourrait être des chimistes, ça pourrait être ce qu'on veut. C'est pour extraire du raisin des composés d'intérêt. C'est quoi les composés d'intérêt? C'est essentiellement la couleur qui se trouve dans les couches sous-pelliculaires ou pelliculaires du raisin, c'est là où il y a la couleur, et les précurseurs d'arômes qui sont situés uniquement dans ces parties-là. Il n'y en a pas pratiquement dans la pulpe. Donc en fait, l'œnologie, c'est quoi? C'est de l'extraction essentiellement. Et c'est tout le travail, c'est pour ça que c'était donné en fait à l'origine aux pharmaciens à Montpellier. Vous connaissez bien l'université de Montpellier. Les pharmaciens étaient les seuls qui avaient le droit de faire de l'œnologie. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était les seuls à faire de l'extraction, à pouvoir manipuler en fait le raisin. Bon, ça a bien changé depuis, heureusement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, si vous reprenez ce qui est encore utilisé en région, il y a à peu près 40-50 ans, la vinification, c'était ce qu'on appelle les vinifications classiques. Ça s'appelle les vinifications en vendange entière. C'est quoi? On met le raisin dans une cuve, une magnifique photo de chez nous, dans une cuve, avec des raisins entiers, et puis on attend que la fermentation alcoolique se produise, et c'est ça qui va permettre d'extraire les composés sous-pelliculaires. Pourquoi? Parce que l'alcool produit par levure, en fait, va extraire les pigments qui sont dans la peau. Ça se faisait déjà sous les Égyptiens, ils faisaient la même chose. Ça prend beaucoup de temps, 2 à 4 semaines, voire plus, ça dépend de la température. C'est des phases hétérogènes très difficiles à contrôler, et c'est un pilotage très complexe parce qu'il n'y a pas de capteur. Ça n'existe pas. On n'est pas dans un milieu, on n'est pas de la chimie bio. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une des révolutions techniques qui est issue du Languedoc, ça ne faut pas l'oublier, ça a été les traitements thermiques. Les traitements thermiques, ça a été une des premières révolutions industrielles dans le domaine du vin. Ça date des années 70-80, on va dire à peu près, 70 plutôt, ouais 70. C'est une thermovinification. Pourquoi? Ben, au lieu de rester 3-4 semaines à attendre que la nature se fasse par la fermentation alcoolique, on a commencé à chauffer le raisin. Pourquoi? Parce que la chaleur est un très bon extracteur de la couleur. Et donc ça permettait d'extraire rapidement la couleur. C'était des procédés quand même, bon ça c'est des systèmes modernes, mais c'est des systèmes qui sont industriels, qui prennent un peu assez de temps, qui sont consommateurs en énergie. Et puis les chercheurs du Nord ont inventé aussi ces machines-là, qui s'appelle la flash détente en 1995, qui s'est développée aussi énormément, spécifiquement dans les grosses structures. Pourquoi? Ce n'est pas des systèmes qu'on peut mettre dans les petites structures. Pourquoi les petites unités de vinification continuent à faire de la vinification classique, et par contre toutes les grosses unités, les gros metteurs en marché, les grosses caves coopératives, ils sont tous équipés de thermovinification. Pourquoi? Parce qu'on passe de quelque chose qui dure 3-4 semaines en termes d'extraction à quelque chose qui va durer 1 heure. Vous imaginez la révolution industrielle. Donc ça a permis le développement de nouveaux produits adaptés à une production de masse. Et la production de masse, c'est ce qui a tiré le Languedoc pendant longtemps, et l'Occitanie. Mais, à contrario, qui sont reconnaissables au niveau organoleptique. Pourquoi? Parce que ça donne plutôt des vins relativement fruités, ces vins qui vont rapidement marcher. C'est pas destiné à faire des vins de garde, à l'origine. Sauf que depuis, les chercheurs travaillent, on est arrivé en fait à améliorer, notamment via la flash détente, à faire des vins de garde. Nous on produit des vins de garde par flash détente. Bon, mais ça c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qu'on sait faire mais qui n'ont pas encore percolé en public. Pour revenir un petit peu sur la